Hello, je suis Carlotta. Bienvenue dans Product Marketing Stories, le podcast qui décrypte les méthodologies, partage des conseils et apprentissages concrets pour rendre compréhensible et accessible le product marketing. Aujourd'hui, j'accueille Diane Djebara pour parler d'un sujet dont on entend encore très peu parler en France, mais qui est dans l'air du temps, le product marketing en freelance. C'est vrai que depuis plusieurs années, le statut de freelance a le vent en poupe, et on a l'impression que c'est le nouvel Eldorado. Alors pour en avoir le cœur net, j'ai demandé à Diane à quoi ressemble le métier de product marketing quand on est freelance. Dans cet épisode, nous avons parlé de comment elle en est arrivée à devenir freelance en product marketing et ce qui l'a motivée à franchir le pas. Des conseils pour se lancer, trouver des clients et développer son réseau. Des avantages mais aussi des inconvénients à faire de product marketing en freelance versus salariat. Des différents types de missions sur lesquelles elle a travaillé selon la typologie et la maturité de ses clients. Et des bonnes pratiques pour cadrer ses missions, garantir une bonne relation avec ses clients et avoir de l'impact rapidement. Bref, c'est un super épisode pour comprendre à quoi ressemble le quotidien quand on est freelance PMM, vous inspirer et qui sait, vous motiver à sauter le pas. Salut Diane. Hello Carlotta. Comment tu vas? Très bien, et toi? Ça va, je suis super contente parce qu'on enregistre en vrai. T'es face à moi. On enregistre en vrai et enfin ce podcast. C'est vrai, ça fait des mois qu'on voulait le faire, qu'on ne pouvait pas. Enfin, chaque fois, on a reprogrammé et du coup, je profite d'être à Barcelone pour l'enregistrer dans un coworking. Complètement, ravie de t'avoir ici et de pouvoir le faire en face à face. Bon Diane, est-ce que déjà tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui? Ouais, bien sûr. Je suis Diane Djebara, Product Marketing Manager. Ça fait 4 ans que j'accompagne des clients dans leur lancement de produits et un peu plus d'1 an que je le fais pour des entreprises tech et en freelance. Et tu as toujours travaillé en tant qu'indépendante? Alors non, avant d'être indépendante, donc là ça fait un peu plus d'1 an. Avant ça, j'ai été 3 ans en agence de marketing collaboratif et d'influence. Et j'accompagnais d'abord en tant que chef de projet et ensuite en tant que consultante des clients plutôt FMCG, donc pour des produits physiques, sur leur lancement de produits. Et l'idée c'était vraiment de pouvoir déjà récolter des feedbacks de consommateurs, pas d'utilisateurs mais de consommateurs, pour aider ces entreprises à développer leur stratégie marketing autour du lancement. Et ensuite de pouvoir capitaliser sur ces utilisateurs-là, ces consommateurs, pour pouvoir parler des produits et évangéliser et donc développer les ventes. Finalement, c'est du product marketing, mais pour les produits physiques. Exactement, et je travaillais avec des chefs de produits, donc très proches des lancements de produits. C'est pour ça que j'aime bien dire que je fais ça depuis 4 ans. Et c'est vrai qu'après, j'ai switché sur le product marketing en passant plutôt sur des entreprises tech. Et qu'est-ce qui t'a amené? Je suis très curieuse de le savoir et je pense que beaucoup d'auditeurs vont écouter ce podcast pour ça. Qu'est-ce qui t'a amené à te lancer en freelance en tant que product marketing manager? Alors c'est vrai que j'ai fait le switch sur les deux. Donc devenir product marketing manager en freelance, ça s'est fait en même temps. La transition vers le product marketing, ça a été assez évident et ça a été déclenché par ma rencontre avec Mathieu Segui, que j'ai eu l'occasion de rencontrer par des connaissances communes chez Tiga. Et il m'a expliqué ce qu'était le product marketing et ça a été assez évident pour moi que ça croisait vraiment ce que je faisais déjà pour des produits physiques, mais pour des entreprises tech qui m'intéressent plus. Je baignais à ce moment-là dans le produit, je m'intéressais à ces entreprises-là et donc ça a été un peu un déclic quoi, de le rencontrer et qui me parle de ça. Et en parallèle, j'avais déjà fait une première expérience en entrepreneuriat. J'avais cofondé une boîte e-commerce et du coup, c'était un peu une volonté de ma part de me lancer à mon compte, de pouvoir gérer mon entreprise comme je le souhaitais, puisque je vois vraiment le freelancing comme une entreprise, mais seule. Et donc voilà, de pouvoir m'organiser aussi. Donc ça s'est fait en même temps, un peu par la force des choses et par des choix personnels. Et donc ça fait combien de temps que tu es freelance maintenant? Ça fait depuis septembre 2022, donc un peu plus d'1 an. T'as eu combien de clients? Est-ce que ça a été plutôt beaucoup de clients, enfin des missions plutôt courtes? Est-ce que c'était en présentiel? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la typologie de missions que tu as pu avoir? Alors ça a toujours été à distance jusqu'à présent puisque j'étais partie voyager, donc ça correspondait bien aussi avec ma période de vie sur le plan personnel. Et quant aux missions, c'était vraiment variable. J'ai eu de la chance, j'ai commencé par une mission longue de 8-9 mois à peu près pour une entreprise qui s'appelle Artrade et qui est une marketplace d'œuvres d'art sécurisée par la blockchain. Ils ont fait appel à moi parce qu'ils avaient besoin de lancer leur MVP, donc c'était vraiment de zéro, et donc avaient forcément besoin de product marketing. Donc ça a été long parce qu'il a fallu sortir le MVP de terre avec le designer et le PM, on était vraiment 3 sur le projet. Et là j'ai vraiment pu faire tout le scope, tout le framework du product marketing manager. On a commencé par faire beaucoup de recherches marché et utilisateur, puisque on était sur un marché qui était mouvant et plutôt mouvant vers le bas, qui se cassait un peu la figure, donc il a fallu réadapter la stratégie de
de positionnement. Après, forcément, retravailler tout le branding pour que ce soit en adéquation. On a switché de marché carrément. On est passé du marché des cryptos au marché de l'art qui est beaucoup plus porteur. Donc il a fallu faire tout ce travail de rebranding avec le designer, de discours aussi, de messages. Et ensuite, il y a eu la partie vraiment lancement qui a été super intéressante parce qu'on a fait un lancement sur le modèle d'une vente privée pour avoir de l'attraction sur la marketplace. Donc c'était vraiment super chouette et moi, ça m'a mise dans le bain directement en tant que freelance PMM. Et après, j'ai plutôt eu des missions courtes depuis. C'était une volonté de ma part aussi. Les missions longues, quand t'es full stack et que t'es en temps plein, ça ressemble beaucoup à du salariat. Okay. Et donc, comme j'avais vécu que ça pour l'instant, je voulais aussi pousser le curseur un peu plus loin et me dire comment je peux vraiment profiter du fait d'être freelance pour vraiment faire à ma sauce et puis apporter une expertise très précise qui est peut-être plus mesurable aussi quand tu as un livrable très précis. Et donc là, j'ai accompagné Nabla, qui est un SaaS boosté à l'IA qui permet de faire gagner du temps aux médecins sur les tâches administratives. Très intéressant, très mature d'un point de vue produit aussi. Et donc là, c'était plus un accompagnement pour lancer une offre B2B, donc c'était très très scopé. Finalement, elle s'est pas lancée parce qu'ils ont décidé de la prendre un peu sous le chapeau Nabla. Okay. Donc on n'a pas été jusqu'au bout, mais en tout cas, la collaboration était super intéressante et c'était vraiment court. Et ensuite, j'ai fait quelques petites missions, notamment de la recherche marché pour un acteur qui souhaitait lever des fonds. Donc là, c'est très très early stage, très très scopé aussi, tu vois, c'était sur 2 jours, j'en ai parlé récemment. Et là, je suis en mission avec Cybelle Angel, donc un acteur de la cybersécurité en B2B. Et l'idée, c'est vraiment d'optimiser des process internes. Donc, on est presque sur du Product Ops. Donc, tu vois, c'est très, très varié. Ça peut être des missions longues, des missions courtes et sur beaucoup de sujets différents. Donc, en fait, si je résume, il y a vraiment ce côté, tu peux à la fois avoir des missions full stack. Donc, quand on parle de full stack, c'est avoir tout le prisme du product marketing. Et pour le coup, ça va du coup être des missions plus longues. Ouais. Et après, d'un autre côté, des missions plus courtes où tu vas vraiment être focalisé sur une partie des missions du product marketing, que ce soit Compete Intel, Sales Enablement, positionnement, branding, etc. C'est ça? Exactement, et c'est comme ça que j'ai défini même mon offre. C'est difficile au début de se positionner et de savoir ce que tu vas proposer quand t'as pas encore fait le tour du marché, et puis je pense qu'on apprend en faisant, donc c'est forcément quand tu fais différentes expériences que tu te dis « Ah, en fait, il y a un besoin là-dessus, et ils vont faire appel à moi pour ça, donc je peux le vendre. » Et je pense que mon offre évoluera encore par la suite quand j'aurai encore d'autres expériences. En tout cas, c'est comme ça que je le définis. Je pense que tu peux avoir un besoin en renfort, vraiment, où tu as besoin de quelqu'un qui est là au quotidien ou qui est là à temps partiel, mais qui est là toutes les semaines et qui va vraiment avoir un scope complet sur le product marketing, donc qui peut passer de la stratégie à l'opérationnel et qui va vraiment se fondre dans l'équipe. Et parfois, tu as un besoin qui est très, très scopé. Je pense qu'on a toujours besoin de product marketing, donc c'est aussi intéressant d'accompagner des acteurs qui ont un besoin sur un lancement précis, sur de la recherche précise. Et donc, tu peux, moi, je scinde les deux sur mon offre, en tout cas, avec une offre au livrable et une offre plutôt en renfort, quoi. T'es la première personne que j'ai connue en tant que freelance et pour moi ça me paraissait un peu inconcevable d'avoir du freelance en tant que PMM. Ouais. Parce que le PMM, c'est un peu l'intersection de tous les métiers. Donc, on se dit, il faut absolument que cette personne-là soit au cœur de l'équipe. Donc, c'est difficile d'être PMM si tu es, on va dire, extraite de l'équipe au global, produit, marketing, sales, etc. Et du coup, je suis curieuse d'avoir ton avis sur cette perception-là. Est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est fausse? Et aussi, comment est-ce que tu fais, du coup, en tant que freelance, typiquement pour tes missions longues, pour t'assurer que tu es avec des équipes, que tu crées vraiment le lien qu'il faut pour bien faire ton travail et avoir l'impact que tu souhaites avoir? Elle est ni vraie ni fausse. En vrai, on a vraiment un métier qui est transverse et c'est ce qui est chouette, c'est qu'on est pivot entre beaucoup de départements et beaucoup de pôles différents. Donc effectivement, quand tu le fais en tant que freelance et en plus en remote, ça demande une certaine organisation, c'est sûr. Après, c'est vraiment, moi en tout cas, la façon dont je m'assure que ça va bien se passer, c'est déjà dans un premier temps de connaître le besoin du client et de savoir quel est le degré d'implication attendu par le client. Tu as des clients qui vont être très à l'aise sur le fait de te prendre plutôt en tant qu'externe et qui ne ressentent pas le besoin de t'intégrer à l'équipe. Typiquement, quand tu vas interagir avec des personnes pour du livrable et que tu vas être vraiment dans livrer une prestation, livrer des documents très précis. Donc là, tu peux rester plus en externe et tu en as d'autres qui vont avoir besoin de toi au quotidien, que tu t'intègres dans l'équipe, qui vont même te demander, c'était le cas pour moi chez Artrade, te demander de prendre part aux décisions produits. Quand tu interviens dans une toute petite équipe produit, ta voix en tant que solo PMM, elle compte et tu vas un peu défendre tes positions sur les stratégies d'adoption, sur les stratégies d'engagement des utilisateurs. Et donc là, c'est
vraiment déjà dans un premier temps de savoir ce que ton client attend et ce que tu veux lui proposer aussi. Il y a des personnes, j'ai déjà rencontré d'autres freelances qui disent dès le départ, moi je suis en part-time, je suis pas intégrée, je travaille au livrable et voilà, donc c'est aussi une volonté de la part de chacun de s'intégrer ou non, mais il faut juste qu'il y ait une adéquation entre ce que tu veux faire et ce que le client attend. Et ensuite, moi ce que je fais quasiment tout le temps, c'est de cartographier vraiment toutes les parties prenantes du projet et de les rencontrer au plus vite, donc organiser des one-one. Après, il faut s'intégrer, s'onboarder très vite. En tant que freelance, tu délivres de la valeur très rapidement. C'est aussi l'avantage de faire appel à un freelance, c'est que tu sais que en une semaine, généralement, il est onboardé, il est prêt à te délivrer de la valeur et on y va, on enchaîne sur le projet. Donc ça, c'est quelque chose qui est super intéressant dans le fait de faire appel à un freelance. Mais c'est important de pouvoir échanger avec tout le monde et prendre le besoin de chacun de tes interlocuteurs et montrer aussi la valeur que tu vas leur délivrer. Tu viens en tant qu'externe, il faut que tu leur montres pourquoi tu es là et pourquoi tu es un allié en fait dans ce projet. Donc ça aussi, c'est super intéressant. Et après, d'un point de vue plus pratique, moi, ce que j'aime faire, c'est faire un rapport soit quotidien, soit hebdomadaire sur ce que j'ai fait, quels ont été les points bloquants, quelles sont les prochaines étapes, ce qu'on peut mettre en place, est-ce qu'il y a besoin de revoir ensemble la roadmap. Vraiment communiquer au minimum une fois par semaine, c'est vraiment le grand minimum. Moi, j'aime bien communiquer tous les jours avec mon client. Et enfin, lui mettre à disposition un espace commun sur Notion où il va récupérer tous les comptes rendus des meetings que j'ai fait avec d'autres personnes ou avec lui ou elle, tous les assets que je lui mets à disposition, ce sur quoi j'ai travaillé, où est-ce que j'en suis dans la timeline de notre projet. Le but, c'est d'avoir un maximum de transparence et de la communication constante. Oui, donc c'est vraiment la communication qui est clé sur en fait quels sont les livrables attendus quand tu travailles en tant que PMM, que ce soit clair d'un point de vue client et que tu puisses en fait au fur et à mesure toujours être transparent dans tout ce que tu vas délivrer, quoi. C'est ça, il y a vraiment un aspect collaboratif à prendre en compte. Je pense que quand on est freelance, que ce soit PMM ou non d'ailleurs, mais quand on est freelance, il faut pas hésiter à même surcommuniquer et montrer qu'on est là, surtout quand on est en présentiel, pour montrer qu'il y a un vrai suivi qui est fait et surtout d'avoir un travail qui est agile et collaboratif avec son client. Il n'y a rien de mieux que de construire avec son client et rien de pire que d'arriver en fin de projet, livrer quelque chose qui n'était pas attendu. C'est perdant-perdant pour les deux parties. Donc je pense qu'il n'y a que des bénéfices sur le fait de bien communiquer et d'avoir un lien avec son client, quitte à être presque un peu trop présent, quoi. Oui, et qu'elle te dise c'est bon, t'as pas besoin de m'écrire tous les jours. Et est-ce que, selon toi, par rapport aux échanges que tu as pu avoir avec tes clients prospects, le freelance PMM, c'est pour toutes les entreprises? Est-ce que tout type d'entreprise, que ce soit B2B, B2C, early stage, mature, est-ce que tout le monde peut avoir recours à un freelance PMM ou c'est uniquement pour une partie d'entreprise ou un profil en particulier? Alors là, ma vision très personnelle, c'est qu'on a tout le temps besoin de product marketing de manière générale. Enfin, tu le sais mieux que moi. Enfin, la première question à se poser quand on veut lancer une fonctionnalité, c'est est-ce que c'est marketable? Est-ce qu'il va y avoir des personnes qui vont utiliser cette fonctionnalité ou ce produit? Donc partant de là, pour moi, on a tout le temps besoin de product marketing, que ce soit pour un lancement précis, pour développer sa croissance, pour plein de sujets différents. J'aimerais bien avoir l'avis aussi d'autres freelance PMM sur le sujet, d'avoir du recul aussi sur avec qui ils ont collaboré et est-ce qu'il y a des projets spécifiques. Moi, de ce que je vois et de ce que j'ai pu te dire aussi au début de notre échange, comme tu l'as vu, c'était très différents, très variés, les sujets pour lesquels j'ai pu travailler, les boîtes pour lesquelles j'ai pu travailler. Donc, il n'y a pas de boîte spécifique. En revanche, par rapport à mon offre, j'ai vraiment identifié que tu vas avoir des boîtes qui sont un peu plus, des entreprises qui sont un peu plus matures, qui vont plutôt faire appel à quelqu'un en renfort. Par exemple, j'ai eu une demande il n'y a pas longtemps pour un renfort en congé maternité. Donc, tu vois, c'est même pas pour un projet spécifique, c'est parce qu'il va y avoir un déficit de ressources et qu'ils savent qu'on ne peut pas se permettre d'avoir ce déficit-là et d'en pâtir par rapport à la croissance. Donc, c'est comment on fait pour soutenir le rythme de croissance. Donc ça, par exemple, c'est plutôt une structure plus grande qui a besoin de continuer à livrer et avoir son rythme de lancement. Ensuite, tu vas avoir des entreprises pour des cas spécifiques, des levées de fonds, un lancement de MVP. Donc honnêtement, moi, je ne vois pas de cas particulier. C'est vraiment au cas par cas. Mais il faut toujours identifier, quand tu es freelance, vraiment recueillir le besoin, identifier le besoin. Est-ce que tu vas être vraiment impliqué dans l'équipe ou pas? Est-ce qu'on veut que tu travailles en livrable ou que tu sois là tout le temps? Quel est le budget aussi? Parce que ça va complètement définir ton scope d'intervention. Et quelle est la maturité du produit? Est-ce qu'on t'attend plutôt sur... Est-ce qu'on est déjà en pré- ou post-PMF? Est-ce qu'on t'attend plutôt sur de la croissance? Ou est-ce que tu as besoin de faire vraiment de délivrer? Donc je pense que c'est plus cadrer les besoins. Mais pour moi, globalement, tout le monde a besoin d'avoir un product marketer pour
faire en sorte que la solution sur laquelle ils sont en train de travailler in vitro soit adoptée après et soit mise sur le marché correctement. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est faut faire du product marketing pour soi-même quand tu es freelance, définir ton positionnement, exactement. Quelle va être ton persona cible, que c'est aussi selon aussi tes appétences où tu peux définir je veux plutôt travailler avec ce type de client plutôt qu'un autre, etc. j'imagine. Ouais, c'est vraiment une des choses que je conseillerais à toute personne qui veut se lancer sur du freelance de manière générale et sur du freelance PMM surtout, parce qu'on est sur un marché en France du product marketing qui se développe. Il y a plein de boîtes qui sont matures sur le sujet, il y en a d'autres qui ne le sont pas du tout. Donc il faut s'adapter constamment et si jamais tu arrives, et c'est l'erreur que j'ai faite moi au début, forcément quand tu connais pas encore tes interlocuteurs, quand tu connais pas encore tous les besoins qu'il y a sur le marché, et tu regardes autour de toi, tu vois un peu ce qui se passe et c'est avec l'expérience que tu arrives plutôt à définir ton offre. Mais je pense que exactement ce que tu as dit, faire le travail de savoir qui est-ce que je veux cibler et pas juste qui est-ce qui est disponible, mais qui est-ce que je veux cibler, qui est-ce que je veux aider et le mettre en face de qu'est-ce que je veux offrir, ça va te permettre déjà de t'orienter dans ta stratégie d'acquisition de clients et surtout d'être au clair avec ce que tu veux faire et si tu as des sollicitations qui correspondent pas avec ce que tu veux faire ou qui correspondent pas à ta cible, d'être à même de les refuser et de savoir pourquoi tu les refuses aussi, tu vois. Je suis curieuse parce que il y a beaucoup le sujet de à quel moment il y a besoin d'un PMM. Est-ce que c'est qu'à partir du moment où l'entreprise, le produit est mature? Et ce qui était intéressant, c'est pour ta mission chez ArtTrade où en fait tu as travaillé sur le MVP en phase très pré-product market fit. Du coup, je serais curieuse que tu nous en dises un peu plus sur, selon toi, quelle a été la valeur du product marketing dans cette phase-là. J'étais seule au product marketing et seule au marketing de manière générale, donc c'était toute petite équipe, il y avait beaucoup de choses à faire et il y avait juste un community manager quand même, surtout qu'on était sur le marché de la blockchain, etc., qui est très orienté communauté, ouais. donc ça faisait sens, mais là la valeur elle était un peu justement répartie partout, c'est-à-dire qu'à la fois je montais d'un point de vue stratégique, on faisait vraiment des ateliers de vision produit, c'était une entreprise très jeune, donc il y avait beaucoup de retravail de la vision, de la mission qu'on a opéré avec l'équipe produit et le CEO directement à qui on rendait compte, et ensuite je devais redescendre d'un point de vue opérationnel et écrire des emails, écrire des messages. Donc là, la valeur que tu as, c'est vraiment de positionner le produit et de te dire, ok, on va essayer d'attaquer un marché. Comment on peut faire pour le comprendre? Comment on peut faire pour comprendre ce que veulent les utilisateurs? C'est beaucoup plus difficile que ce qu'on pense et les interviews utilisateurs sont hyper riches à ce moment-là. Je pense que c'est important de bien définir un cadre d'entretien avec ces utilisateurs. À ce moment-là, c'est même clé quand tu n'as pas encore trouvé ton product market fit, de pouvoir les interroger et avec du recul, je pense que je l'aurais fait encore plus si je devais le refaire maintenant parce que tu es constamment entre à la fois on doit découvrir beaucoup de choses, on connaît pas notre marché, on connaît pas les utilisateurs et en parallèle, on te demande de délivrer très vite. Donc constante hésitation entre à quel point je vais faire de la discovery, à quel point on va shipper et tester tout simplement. Et donc là, moi, la valeur était vraiment sur tout ce qui a été recherche, interview, on les faisait de manière assez équilibrée avec le designer et la PM pour pouvoir se répartir le travail. Et ensuite, j'ai eu un rôle très clé sur le lancement. On a fait des partenariats avec des artistes et avec des galeries d'art. Et là, de par mes expériences passées, puisque j'étais dans le monde des partenariats avant, ça m'a vraiment permis d'apporter de la valeur sur ce lancement-là. Et ensuite, il y avait aussi, je pense que ça doit arriver dans beaucoup d'entreprises qui sont en recherche du product market fit, puisque c'est un peu le Graal. C'est aussi l'éducation autour de ce que c'est, parce que moi, je pensais aussi que c'était ça au début, c'était ok, un jour, en fait, on tire la sonnette d'alarme, on cogne le gong, c'est bon, on a trouvé le product market fit. Alors qu'en fait, non, c'est un chemin qui peut être long, qui passe par plusieurs étapes. Il faut beaucoup itérer, beaucoup étudier les métriques. Et donc, en interne, c'est aussi faire ce travail d'éducation même auprès de la team engineering, qu'est-ce que c'est le product market fit et quand est-ce qu'on va considérer qu'on est peut-être dedans. Et même auprès du CEO, s'il vient pas de la sphère produit de base, c'est vraiment faire ce travail-là en fait, c'est ce qu'on va aller chercher, mais voilà les étapes par lesquelles on va aller le chercher. Et donc, tu as tout un travail, et je pense que le product marketing a beaucoup de valeur à apporter là-dessus, d'éducation en interne sur ce qu'est le product market fit, ce qu'est le product marketing de manière générale aussi. Pourquoi je suis là, pourquoi je viens vous aider. Parce qu'en fait, tout ce que vous êtes en train de construire en interne, on va le faire sortir de terre et qu'on veut qu'il y ait des gens qui l'utilisent. S'il n'y a personne qui utilise ce qu'on est en train de faire, on a perdu quoi. Et on a tous perdu. C'est pas juste le product marketing a mal fait son job quoi. Donc je trouve que c'est intéressant parce que quand tu es dans une structure qui est plutôt en early stage, tu as aussi toute cette éducation à faire en interne et toute cette collaboration. Et je trouve ça cool aussi même si parfois c'est fatigant, c'est un autre métier quoi, de montrer la valeur qu'on a et de leur dire en fait je vais intervenir sur toutes les étapes clés de la création de valeur sur le
produit. Ça va être dès le départ en discovery, je vais vous apporter des données marché que vous n'avez pas forcément. Je vais vous apporter des interviews utilisateurs. Enfin, je vais vous aider en tout cas à les faire, même si je ne suis pas honneur sur le sujet. On va tous participer à la définition de la vision du produit, où est-ce qu'on veut aller, pourquoi on se repositionne sur ce marché. Et ensuite, toute la conception sur laquelle vous avez travaillé, moi, je vais faire en sorte que des personnes l'utilisent et de rendre ça super concret. Donc, à partir du moment où tu arrives avec ce type de discours, généralement, tu as déjà apporté de la valeur et ils comprennent pourquoi tu es là et la collaboration se passe hyper bien, quoi. Si je résume avec la perception que j'en ai de ce que tu dis, c'est raconter l'histoire du produit en même temps qu'elle se construit pour s'assurer que quand elle est sur le marché, on sait exactement pourquoi le produit il a été conçu, pour qui et quel usage, quel problème on va résoudre. Exactement. Par exemple, en ce moment, Pauline Lafontaine et Louise Woller ont sorti The Customer Zero Project pour tout ce qui est Sales Enablement. Je pense que ce travail-là, il est hyper intéressant aussi pour toutes les équipes en interne. Et comme tu le dis, construire le message au fur et à mesure, ça permet de faire comprendre aux équipes ce qui va se passer concrètement ensuite sur le marché et comment on va faire en sorte que les utilisateurs comprennent ce qu'on a voulu faire passer et comprennent pourquoi on a sorti telle ou telle fonctionnalité. Et à partir du moment où tu fais ce travail-là de l'interne vers l'externe, ce qui est encore plus intéressant, c'est de le faire revenir ensuite vers l'interne et de leur dire, voilà ce qu'on a délivré comme message, voilà comment on a mis le produit sur le marché, voilà ce qu'on observe, comment on fait maintenant pour faire encore mieux, ou itérer, ou développer l'impact. Et en fait, à partir de là, faire le message inverse, c'est le message des utilisateurs vers la team produit et construire une boucle comme ça vertueuse pour développer le produit, quoi. Et être sûr que c'est toujours par rapport aux utilisateurs, aux clients, et pas à des croyances qu'on peut avoir en interne ou être dans le jargon, exactement, on va dire, produit. Et après 1 an du coup de freelancing, est-ce que tu t'es spécialisée ? Est-ce que c'est selon toi une bonne pratique de commencer large et ensuite te spécialiser ? Enfin, quel est ton avis sur cette partie-là ? J'ai une appétence pour tout ce qui est engagement d'utilisateurs parce que j'ai commencé par une agence de marketing collaboratif où on allait vraiment chercher l'avis de monsieur et madame Michu pour développer un produit. Donc je pense que j'ai un peu été biberonnée à ça et que ça me plaît. Donc je me suis pas spécialisée mais plus intéressée à ça, notamment en faisant une formation de community building qui s'appelle Communo et dont je salue Alexandre Louapre qui nous a dispensé cette formation et qui était vraiment géniale, je la recommande parce que c'est une formation qui a été orientée vraiment produit. Moi, ça m'a donné un peu les clés d'engagement des utilisateurs autour de ton produit selon tes besoins. Est-ce que tu vas avoir besoin d'eux sur du support ? Est-ce que tu vas avoir besoin d'eux pour driver de l'innovation ? Par exemple, Lego, ils ont mis en place une fonctionnalité sur leur site où tu peux soumettre un nouveau projet Lego. Et s'il obtient, je crois, plus de 10 000 votes, ils le sortent vraiment en coffret Lego. Et du coup, je trouve ça génial, quoi. Comment tu fais pour que tes utilisateurs participent à driver de l'innovation ? Sur un autre exemple, tu as Airbnb pour prendre encore plus de parts de marché. Ils ont été construire des communautés locales de fervents défenseurs d'Airbnb qui vont carrément dans les municipalités locales défendre le fait que Airbnb est une bonne solution pour développer le tourisme dans la région, etc. Et donc, par des utilisateurs locaux, ils arrivent à implémenter d'autres Airbnb au local. Toutes ces techniques-là de community building autour du produit, je les trouve géniales. Donc moi, c'est plus là-dedans, on va dire que j'ai tourné mon intérêt. Maintenant, je me suis pas spécialisée là-dedans. Sur mon site internet, je me brande pas comme community spécialiste ou quoi que ce soit. C'est vraiment une appétence personnelle que j'essaye de mettre en place. Et je pense pas qu'on ait besoin de se spécialiser forcément, surtout quand on commence le product marketing ou quand on commence à être freelance. C'est aussi hyper intéressant d'avoir un spectre global et de pouvoir développer ses compétences sur tout le spectre. Donc moi, je conseillerais plutôt de rester full stack, sauf si vraiment on a une appétence pour le lancement. Je pense que les verticales du product marketing sont tellement profonde que tu peux te spécialiser sans problème, mais c'est plus une envie personnelle. Je pense pas que ça soit un besoin pour se démarquer. En tout cas, à l'heure actuelle, je trouve que le marché est assez porteur pour qu'on n'ait pas besoin de vraiment se spécialiser pour faire la différence et qu'il y a beaucoup d'offres qui sont assez larges et assez full stack sur le scope du product marketing. Et c'est vrai qu'on est aussi, c'est ce que tu disais au début, le métier de product marketing, il est encore pas super mature, enfin pas à son maximum, donc c'est aussi normal au début d'être assez large. Et en fait, c'est aussi avec le fait que le product marketing va devenir de plus en plus mature que la spécialisation se fera aussi de manière plus naturelle peut-être. C'est ça, et je pense que c'est difficile aussi de se spécialiser, en tout cas je parle vraiment de mon point de vue, de se spécialiser quand tu n'as pas encore tout connu du spectre du product marketing, de dire directement, moi ce qui va m'intéresser c'est le pricing ou c'est uniquement le go-to-market. Je trouve qu'on apprend, enfin en tout cas moi c'est un peu ma philosophie, c'est d'apprendre en faisant, et donc ça me paraît naturel d'aller toucher un peu à tout au départ, et ensuite effectivement de par tes expériences et ta prise de recul, tu vas pouvoir te dire, là
j'ai fait telle ou telle expérience. Peut-être que ce que je préfère, c'est faire que de la discovery, faire que de la market intel, que de la competitive intel. Et c'est OK, mais c'est plus naturel de le faire quand tu as un peu plus de recul. Tout comme te spécialiser dans un type de client. Moi, aujourd'hui, je suis ni spécialisée en B2C, B2B, je sais faire les deux. Peut-être qu'un jour, je vais me dire, en fait, j'ai uniquement envie d'aller vers ce type de client. Et à ce moment-là, je me spécialiserai et je me branderai comme tel, mais c'est pas encore le cas. Si ça te va, on passe sur des questions un peu plus pratico-pratiques. Ouais. Comment est-ce que tu fais pour trouver de nouveaux clients ? Comme je le disais, la première étape, c'est vraiment pour moi d'identifier ta cible. J'ai fait le travail il n'y a pas longtemps d'ailleurs, refait le travail parce que c'est quelque chose qu'on fait de manière itérative. C'est vraiment pas une fois tu définis qui sont tes clients et tu restes là-dessus. Je pense que encore une fois, par l'expérience et par les échanges que tu as, tu fais que changer ton offre tout le temps. Mais en tout cas, faire ce travail de manière régulière, je sais pas, peut-être tous les 3 mois, c'est intéressant parce que ça te permet de te rééquilibrer. Donc ça, c'est la première étape, c'est d'identifier quelle est ta cible et quel est son besoin et où est-ce que tu peux la trouver. Après ça, ce que j'utilise le plus, donc ça va te permettre vraiment de développer ton réseau, de faire de la prospection et d'ultra cibler les personnes que tu veux toucher. Et même dans ton discours, tout part de cette stratégie de ciblage-là et de la définition du besoin. Après, c'est un peu flou et fumeux et je sais qu'on va pas apprécier que je dise ça, mais ça passe énormément par le réseau. Mais de manière concrète, au début, je me disais aussi, c'est quoi le réseau ? Enfin, tout le monde parle du réseau, mais comment on fait pour le développer ? Ça paraît compliqué. Est-ce que j'ai pas déjà un train de retard si tout le monde se connaît, tu vois ? C'est vraiment vrai, tout passe par le réseau. Généralement, quand tu as une offre qui est postée sur des job boards ou sur des plateformes, par exemple, de freelance, c'est parce que le réseau n'a pas marché. Okay. C'est tout comme dans... des CDI ou les offres d'emploi qui tournent d'abord en interne et après... C'est ça, ou même l'immobilier. Généralement, si tu vois une offre pour un appartement, c'est qu'il a déjà fait le tour de son réseau, que le propriétaire a déjà fait le tour de son réseau et qu'il n'a pas trouvé quelqu'un dans son réseau qui en avait besoin. Ça marche un peu comme ça aussi pour le freelancing. Donc c'est vraiment développer son réseau. Il y a plusieurs façons de le faire. Moi, je passe beaucoup de temps en call déjà avec mes pairs, avec, tu le sais, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, mais avec d'autres PMM. Je pense que c'est hyper important de s'entourer, de comprendre quelles sont leurs problématiques et de te nourrir de ces problématiques-là, que ce qui soit en freelance, en CDI ou des coachs en PMM. Et ensuite, te tourner vers ta cible. D'expérience, la prospection à froid a pas trop marché pour moi. C'est, je pense, personnel et il y en a pour qui ça doit sûrement marcher. Moi, c'est vrai que toquer à des portes qui sont fermées et quand il n'y a pas de besoin, je trouve que je me sens moins légitime de le faire. Et surtout, j'ai l'impression de me griller une cartouche. Alors que c'est tellement plus intéressant quand tu vas voir des CMO ou des CPO que tu as identifiés comme étant des prospects, mais que tu viens les voir pour vraiment échanger, pour comprendre quel est leur besoin, leur montrer quelle est ta valeur, mais avant tout, te nourrir et les nourrir, puisqu'il faut que ça soit win-win, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de temps, que tu leur montres que tu peux leur apporter quelque chose et que ça soit d'abord une discussion de réseau, justement. Si tu fais pas de business, au pire, tu auras juste gagné une super connaissance et quelqu'un avec qui tu peux reparler. Et peut-être que plus tard, il verra à nouveau un post de ta part sur LinkedIn et qu'il aura un besoin et que ça se fera parce que vous vous êtes déjà rencontrés. Moi, je priorise l'humain et le personal branding. Pour moi, le réseau et le personal branding rentrent dans l'humain. C'est d'un côté comment tu fais pour nouer des belles relations et d'un autre côté comment tu fais pour montrer ce que tu sais faire, montrer ton travail. Et généralement, il y a une connexion entre les deux. Et jusqu'à présent, toutes les missions que j'ai eues étaient que par le réseau. Donc voilà, et après, tu as toujours la possibilité de répondre à des offres. Moi, j'aime bien identifier aussi des offres où parfois ils ont besoin d'un CDI. Et soit tu arrives à leur montrer qu'ils pourraient peut-être passer par un freelance, soit le process de recrutement et d'onboarding d'un CDI, il est assez long, on va pas se mentir. Donc c'est aussi comment je peux vous aider en attendant ce recrutement à ne pas subir votre déficit de ressources et à commencer à poser les premières briques, quitte à onboarder la personne qui vient après. Donc ne pas hésiter à regarder aussi les besoins qu'il y a sur le marché, même si c'est pas pour du freelancing à la base, quoi. C'est super smart, cette façon de dire je suis là pour remplacer, on va dire juste temporairement, en attendant, du coup c'est vraiment, tu viens donner un coup de main, apporter de la valeur et après potentiellement ça va t'ouvrir des portes aussi, soit dans cette entreprise ou après c'est le bouche à oreille, j'imagine. C'est ça, et puis kickstarter des nouveaux projets, c'est quand même super intéressant. Et ensuite faire la passation, c'est des projets qui ont le mérite d'exister et de te mettre un premier pied à l'étrier, et ensuite c'est beaucoup de collaboration, donc pour moi c'est vraiment des projets super intéressants. Comment tu gères la facturation ? C'est un vrai sujet. Je ne le connais pas personnellement, mais je sais que la question revient beaucoup, donc j'en profite pour te la poser. Moi, je demande toujours un acompte aux clients et je conseille de le faire. Jusqu'à présent, je suis tombée sur des clients super réglo et j'ai beaucoup de chance là-dedans. En tout cas, ça s'est toujours bien passé. Mais j'estime que c'est aussi important d'avoir une garantie de ton côté en tant que freelance. Donc moi, je demande vraiment un acompte à chaque fois. Et ensuite, facturation soit bimensuelle, soit au mois, soit au livrable si c'est au livrable. Donc très simple, le but, c'est vraiment pas de surcharger le client avec de l'administratif. Voilà.
Par rapport à ton retour d'expérience, est-ce que, tu en as un peu parlé tout à l'heure, mais je serais curieuse de vraiment avoir ton avis là-dessus, est-ce que tu recommandes de commencer par un poste de CDI en PMM avant de te lancer en freelancing ou te lancer direct en freelancing, ça se fait et ça pose pas de problème, enfin, c'est quelque chose que tu peux aussi recommander? Ça se fait et ça pose pas de problème puisque je l'ai fait, mais j'avais quand même de l'expérience avant en lancement de produit, donc c'est un peu mentir de dire que j'ai tout appris en me lançant. J'avais quand même 3 ans d'expérience et c'est aussi pour ça que j'ai pris confiance en moi pour me lancer, parce qu'au début t'as forcément le fameux syndrome de l'imposteur et je me suis dit je connais quand même le lancement de produit, même si c'était sur des produits physiques, le processus est le même, il y a quelques adaptations à faire, il faut connaître l'écosystème tech, donc ça demande aussi du travail de devenir freelance là-dedans, mais je partais pas de zéro non plus. Honnêtement, je pense que je recommanderais plutôt de passer par un CDI d'abord, même si c'est pas un CDI en product marketing, mais d'avoir de l'expérience dans ce qui peut s'apparenter à du lancement de produit, où tu vois, il y a des customer success qui passent ensuite PMM. Voilà, avoir une expérience en tout cas dans un domaine qui se rapproche avec des besoins assez similaires. Et puis aussi parce que se lancer en freelance, il faut avoir conscience que tu fais pas seulement ton métier de PMM, tu fais aussi un métier de commercial pour aller chercher des clients, un métier de créateur de contenu, même si tu es en CDI, tu peux le faire aussi, mais il faut avoir une appétence pour le faire et il faut se dire que quand tu n'as pas de mission, et ça arrive, ton métier, c'est vraiment de prospecter. Et que ce soit par le réseau ou que ce soit de la prospection froide, peu importe la façon de le faire, là, tu fais plus ton métier de PMM, donc il faut accepter aussi que pendant certaines phases de l'année, tu vas pas travailler en tant que product marketing manager et ça peut être frustrant. Moi-même, je l'ai vécu et je suis passée par des phases où j'avais pas forcément de mission et t'as envie d'y retourner, quoi. Donc voilà, je pense qu'il faut l'avoir juste en tête et se dire que le faire en CDI, c'est le faire tout le temps, c'est être tout le temps sur ton scope de PMM, donc c'est intéressant. C'est aussi avoir une équipe, avoir pourquoi pas du mentorat et du coaching pour monter en compétences. Après, l'avantage de le faire en freelance, c'est pour ça que j'ai voulu le faire aussi, c'est que tu choisis tes projets, tu as une pluralité de projets. Là, ça fait 1 an que je le fais. Je suis déjà riche de beaucoup de structures différentes, de typologies de clients différents, de besoins différents, et forcément ça te nourrit et ça te fait monter en compétences très rapidement. Maintenant, c'est un peu un trade-off, quoi. Tu as des avantages dans l'un et des inconvénients dans l'autre, mais je pense que passer par un CDI, c'est toujours plus facile pour avoir un réseau, des premières compétences et se sentir légitime aussi de le faire en freelance après. Et est-ce que, selon toi, il y a des qualités soft skills ou hard skills qui sont indispensables pour se lancer en tant que freelance? L'adaptation, surtout sur le freelance PMM, on est déjà dans un métier qui est, quand tu discutes avec des product marketing managers, tu te rends compte qu'on fait tous un métier différent, en fait. C'est vrai. Et donc de le faire en freelance, c'est aussi savoir s'adapter à chaque fois à un nouvel environnement, à une nouvelle façon de faire et à des process qui sont déjà établis. Tu dois savoir remettre tes méthodos aussi en question, avoir l'humilité de te dire « Ok, j'ai mis ça en place quelque part, ça a marché. Peut-être que ça marchera pas dans ce contexte-là parce qu'on n'a pas les mêmes caractéristiques produits, on n'a pas la même équipe produit, pas la même maturité. Tout est à chaque fois nouveau et donc c'est un peu recommencer de zéro tout en gardant ce que tu sais faire puisque tu viens quand même pour apporter une expertise. Donc on recommence pas de zéro. Le but c'est vraiment que tu aies une position de consultant et que tu délivres de la valeur super rapidement. Pour moi c'est ça être freelance, c'est arriver et délivrer de la valeur. Mais c'est vrai qu'il faut accepter d'être humble et de te dire je vais m'adapter aussi aux process qui sont là. Tu viens pas pour mettre un coup de pied dans la fourmilière ou très rarement, tu viens plutôt pour faciliter les choses et donner des résultats concrets rapidement, quoi. D'où l'importance de ce que tu disais au début, aller faire des calls, rencontrer les équipes pour comprendre les besoins, comprendre la maturité de l'entreprise, où est-ce qu'elle en est pour toi prendre du recul et savoir qu'est-ce qui va, tu penses, fonctionner de tes expériences passées, qu'est-ce qu'il va falloir remettre en question, etc. Exactement, tu as toujours un travail de recherche en fait quand tu fais une mission en freelance PMM, c'est vraiment de comprendre quels sont les besoins et de comprendre à qui tu as affaire et ce qu'ils attendent de toi. Encore une fois, le but, c'est plutôt toi de te fondre dans le moule tout en apportant ton expertise, sauf si on te demande l'inverse. Si ça se trouve, quelqu'un va te demander de vraiment venir et tout casser et tout remettre en place. Et là, ok, encore une fois, tu t'adaptes, tu vois. Ouais. Mais généralement, tu essayes de voir un peu où tu mets les pieds et de faire en sorte que ton intégration soit la plus souple possible et la plus agile possible pour que tu délivres de la valeur à tout le monde, pas seulement à la personne qui fait appel à toi, mais aussi à toutes les parties prenantes avec qui tu vas échanger, quoi. Merci Diane. On a, je pense, parler de tous les sujets autour du freelance en tant que PMM et c'est super que tu aies pu un peu casser le mythe autour du freelance PMM, qu'est-ce que c'est, donner plein de clés de compréhension pour la communauté qui veut se lancer en freelance et se lancer en freelance en tant que PMM, donc merci beaucoup. Merci à toi. Si ça te va, on termine avec les questions de la fin. Quelle est la prochaine personne ou le prochain sujet que tu aimerais écouter et pourquoi? Alors j'en ai déjà parlé, mais Pauline Lafontaine et Louise Voller, je te recommande
fortement de les rencontrer. Elles ont beaucoup de choses à dire sur le Sales Enablement. Elles sont passionnées du sujet parce qu'elles ont travaillé en collaboration auprès d'une entreprise qui s'appelle Algolia. Et elles ont beaucoup de choses à dire très intéressantes sur le sujet. Je pense que c'est un sujet qu'on ne creuse pas forcément ou pour lequel on n'a pas toujours ni le temps ni l'appétence en tant que Product Marketing Manager. Donc c'est intéressant d'en connaître un peu plus. Et même moi, j'aimerais en savoir un peu plus et savoir ce qu'elles ont à dire sur le sujet. On va programmer un petit épisode. Est-ce que tu recommandes une ressource ou un livre en particulier ? C'est une entreprise que je recommande de suivre parce qu'ils ont une stratégie de product marketing qui est impeccable. Enfin, pour moi, c'est une masterclass. Quand tu vois leur release note, j'ai personnellement des étoiles dans les yeux. C'est Arc de The Browser Company. Donc, c'est un moteur de recherche qui veut faire Google, mais en mieux, on va dire, et qui le fait très bien. Ils ont des fonctionnalités super sexy de personnalisation de ton expérience. Tu peux avoir différents spaces, comme ils les appellent, pour typiquement dissocier le pro du perso et ne pas avoir tout qui est mélangé. Enfin bref, plein de fonctionnalités hyper intéressantes. Et ils ont une façon de faire du product marketing qui est hyper humaine, hyper proche des utilisateurs et surtout qui montre tout le temps, qui fait tout le temps parler les équipes produits ou le CEO. Le CEO fait des interviews ou fait même du build-in public avec des vidéos YouTube. Et comme je le disais, dans les release notes, tu as à la fois le product marketing qui parle, mais ça peut être aussi le designer, ça peut être les devs. Donc tout le monde intervient et je trouve ça vraiment génial pour donner une humanité à une boîte et faire en sorte qu'on s'attache à cette entreprise. Trop bien, je mettrai du coup le site dans les notes de l'épisode pour qu'on aille tous voir. Et enfin, où est-ce que les auditeurs peuvent te contacter pour te poser des questions, développer leur réseau ? Alors sur mon profil LinkedIn, je mettrai le lien. Diane Guevara, voilà. J'ai directement mis un call to action pour pouvoir échanger. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de pouvoir directement booker 30 minutes ensemble et qu'on puisse, soit pour un besoin ou soit vraiment pour parler product marketing. J'ai plein d'appels comme ça. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus et à réserver un créneau. Ça sera beaucoup plus sympa. Merci encore Diane. L'épisode était très cool à faire ensemble, en vrai. Donc ça va peut-être me motiver pour en faire plus des comme ça. Plaisir partagé et puis hâte d'avoir des bureaux Product Marketing Stories pour l'enregistrement. Peut-être bientôt. Salut. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur LinkedIn en me taguant. Tu peux aussi me soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et me laisser un commentaire. Ton aide est précieuse pour m'aider à faire connaître Product Marketing Stories et aussi m'encourager à créer davantage de contenu. Alors merci.